Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, votre émission Les Thermomètres de la RDC. Nous continuons avec les sujets que nous avions commencé l'autre fois, peut-être qu'aujourd'hui ce sera la clôture. L'évaluation du mandat de Félix durant ces une année, il a fait une année au pouvoir. Pendant cette première année d'exercice, on va évaluer point par point son exercice du pouvoir. Alors, pour le faire, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai Samuel Kabongo, porte-parole PCSD. Bonjour à vous, Samuel. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Merci. Timothée Lenoir, bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Manik Siyenda, bonjour à vous, très cher ami. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Alors, on va se lancer dans le sujet. Samuel Kabongo, on a vu Félix exercer son pouvoir pendant cette première année. Peut-on dire que du côté finance, la gestion a été orthodoxe? Ça n'a pas été orthodoxe à 100%, c'est une évidence. On ne peut pas sortir du gouffre et directement en être éclairci. Les gens qui sont dans les systèmes d'ordonnancement, de paiement, ainsi de suite, ils ne sont pas tous Félix Tshisekedi, autant qu'ils n'ont pas été à l'époque Joseph Kabila. Mais pourtant, à l'époque, on criait. Ouais. Mais comme on ne peut pas trop commenter sur une affaire qui désormais doit relever de la justice, je prends réserve. Le procureur général près la cour d'appel de Matete a lancé une instruction sur ça. Et au nom de la justice, pour pouvoir la respecter, on garde silence en attendant voir l'issue des enquêtes. Sur le plan financier, je garde réserve. Ok. Timothée Lenoir, vous avez vu, ça a été beaucoup plus une première année jonchée de beaucoup de scandales. Il y avait les 15 millions, on a entendu 200 millions, et c'était une première année colorée de millions qui disparaissaient, soit qui allaient dans un sens, dans un autre. Il y avait même des célébrations qui auraient coûté 6 millions à la République, alors qu'on venait de sortir d'un régime où on déplorait ce genre de comportement. Peut-on dire que la première année de Félix Tshisekedi au pouvoir a été la répétition de celle-ci? Bon, je dirais non. Pourquoi? Parce que la première année de Félix, il fallait quand même, évidemment, excusez-moi, Félix Tshisekedi, chef de l'État, il fallait quand même laisser aussi le temps de maîtriser l'appareil qui est à la présidence de la République. Il fallait vraiment laisser le temps de s'intégrer, d'avoir une certaine maîtrise par rapport à plusieurs secteurs. Ça veut dire qu'il y a eu une année de Félix Tshisekedi pour moi, ça n'a pas été une année positive, mais encore négative. Pour moi, c'était une année d'observation. Par rapport à l'observation, il faut dire que je ne suis pas tshisekidiste, mais le chef de l'État, il apprend vite. Il apprend vite avec beaucoup d'améliorations. Vous savez, le travail humain ne manque pas des erreurs, mais du moins par rapport à sa gestion pendant les une année, ce qui n'était pas facile, même pour un homme, pour un politicien, il tient les coups. Félicitations. Et je crois que la deuxième année sera plus que meilleure. Manik Siyenda, vous avez été sur terrain, vous êtes dans le pays. Votre lecture sur la première année de Félix, est-ce que la gestion orthodoxe a été de mise? Bon, d'abord, il faudrait... L'orthodoxie dans la gestion. Bon, c'est vrai, on peut à une certaine manière... On a assisté à des mesures spectaculaires, par exemple, pendant ses premiers instants au pouvoir, la suspension de la RPTC, des mesures qui bloquaient toute sortie d'argent dans les régies financières, les entreprises publiques. Mais après, on a senti, c'est comme s'il y a eu rétropédalage, les pratiques de l'ancien régime ont refait surface. Pas du tout. Vous m'avez posé une question et en même temps, vous me soufflez quelques éléments de réponse. Merci pour ça. Mais je pense que, bon, actuellement, c'est vrai, on peut parler d'une certaine orthodoxie de gestion, mais qui n'est pas encore très manifeste, parce que nous sommes pratiquement dans le début de notre gestion et nous faisons un travail de longue haleine, un travail très accru pour effectivement faire comprendre aux Congolais, aux acteurs politiques, à la classe politique congolaise, la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est une vision qui est essentiellement axée sur justement la bonne gouvernance, la création d'une société solidaire, l'investissement sur l'homme congolais que nous considérons comme le premier chantier de chantier, mais aussi effectivement la croissance de notre économie
qui doit justement être une économie de compétition, parce que c'est sur base de cette économie-là que nous allons maintenir la proportionnalité entre le besoin de notre La croissance de l'économie passe par l'orthodoxie dans la gestion, justement. Effectivement, mais attention, nous venons de quand la quelque gestion part. n'est pas aussi rigoureuse, ça vaut la peine de se poser de questions, sinon de s'inquiéter. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui porte le chapeau d'une situation de précarité exécrable que nous avons connue pendant plusieurs décennies. Il est le président de la République, il ne doit pas être plaintif, au contraire, il doit se mettre au travail pour effectivement apporter un certain nombre de correctifs par rapport à tout le mot que nous avions vécu dans le temps. C'est comme ça que dans son champ de bataille, il a placé les deux grands piliers très importants effectivement pour nous amener cette logique de la rationalité et de l'orthodoxie dans la gestion économico-financière de notre pays. Il s'agit justement du pilier de la lutte contre la corruption. Qui jusque-là est dans les discours, absent dans les actions. Non mais attention, vous savez, le président de la République... On attend jusque-là l'agence promise au niveau de la présidence qui serait sous tutelle de la présidence. On attend encore... Son paradigme de gestion est très simple. Félix Tshisekedi est pour la répression, mais attention, une répression qui doit essentiellement être précédée par des méthodes tout à fait pédagogiques. C'est comme ça qu'il insiste à une certaine mesure sur le changement de mentalité qui ne doit pas être l'apanage seulement de la population congolaise, mais aussi l'affaire des dirigeants en tant que responsables et détenteurs de l'appareil. Pas de mauvaises troupes en soi, il n'y a que de mauvais chefs. Ce sont des discours génériques et moi je ne m'inscris pas dans la logique des discours tout à fait générique. Je suis un acteur politique, un responsable qui regarde les réalités de l'État en face tout en tenant compte de principes régulateurs de notre pays. Et le président de la République, chef de l'État, s'appuie justement sur ce principe-là et il va justement nous amener à bon port et le changement est très possible. Je vous ai dit tout à l'heure, le Congo est un pays à valeur continentale. Déjà, nous avons une croissance démographique très accrue, au-delà de plus de 80 millions de Congolais. Et effectivement, le président de la République voudrait maintenir, c'est ça même le principe, des proportionnalités entre le besoin économique et la capacité des productivités économiques nationales. Félix Tshisekedi est pour le modèle du développement économique endogène, diversifier les secteurs économiques, créer plus de circuits de développement économique pour l'intérêt des Congolais. Et donc, il y a plus de possibilités de croire à un changement qui est très positif et un changement qui va justement répondre aux déshydratats du peuple sous la formule de « Que demande le peuple » qui a été cristallisé justement par la chanson Félix Kobo-Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Nous faisons de cette chanson patriotique notre fil conducteur et nous restons indéléblement jusque-là, ça ne reste que la chanson, on ne les sent pas trop vous ne me direz pas que la gratuité traduite par les actions. Non, mais justement, nous ne sommes pas là. La gratuité, c'est une autre... C'est pas une chanson. Non, c'est une autre... Soyons honnêtes. C'est pas une chanson. La gratuité de l'enseignement primaire, c'est pas une chanson. Nous avons, au-delà de cet effort, augmenté le nombre de plus de 3 500 000 enfants qui étaient à la maison. Venons-en à la gestion, Manix. Non, mais la gestion. Justement. Est-ce qu'il y a précarité dans ce secteur de l'éducation? Je vous ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un adage d'un auteur anonyme qui dit c'est lui qui ne sait pas d'où il vient, ne saura d'où il va, car il ne sait pas ce qu'il est. Nous venons d'une précarité exécrable, je le dis. Nous devons tenir compte de cela. Et aujourd'hui, nous faisons un travail de diagnostic pour justement établir le côté positif et le diagnostic va continuer jusqu'à cette deuxième année, puisque nous sommes à l'évaluation de la première année. Déjà que le président de la République a décrété l'année 2020 comme une année d'action. Ça reste encore un discours. Non mais écoutez... Kamere a dit cette fois-ci, à la fois passée c'était nous allons faire, maintenant cette fois-ci ça serait nous avons fait. Et il a déjà eu un raté avec la promesse de l'inauguration de Saute-Mouton. Je ne voudrais pas m'emballer dans ce bain de émotions du commun. Il n'y a pas d'émotion, c'est ce qu'on a vécu, cher ami. Bon, effectivement. Il n'y a pas d'émotion. Je vous donne le privilège de pouvoir réfléchir autant que vous voulez. C'est cela même l'exigence d'une liberté d'expression. On est dans un contexte tout à fait démocratique, mais seulement le président de la République reste dans l'option d'une autorité qui appuie justement sa mission, sa détermination, son engagement, son abnégation pour servir son peuple. Et on va servir le peuple au regard des efforts que nous allons réaliser. On a commencé, on continue et à la fin, je crois que le président de la République l'a dit, avec le Congolais de l'étranger, j'ai l'obligation à rendre le compte au nom du principe des redevabilités parce que 5 ans après, vous allez me demander qu'est-ce que j'ai fait de ma gestion pendant ce premier quinquennat. Oui, Samuel Kabongo, vous avez certes suivi Manix Yenda. Jusque-là, on sent encore le discours, mais moins l'action.
J'aimerais plutôt que nous corrigeons ce qui pouvait passer sous silence. Il n'y a pas eu 6 millions dépensés pour des festivités. Qui aurait la phrase a été au conditionnel, cher ami. Vous l'avez mal suivi. Mais il y a eu déjà là. Aurait eu. Qui aurait été. Voilà. Qui allait. Justement, on corrige. Ce n'est pas qui aurait été. C'est ce qui a été dit. Qui ont été envisagés, mais ça n'a pas été exécuté. J'ai aimé ce que mon frère Lénoir disait tout à l'heure, c'est que le chef de l'État apprend vite. Effectivement, il ne faut pas penser que la gestion de l'État est quelque chose qui s'improvise. Il est arrivé dans un contexte politique très particulier et beaucoup à sa place auraient plongé le pays dans une crise qui ne pourrait pas dire son nom, mais il a jusque-là su stabiliser le pôle politique qui sont dans le pays. Autant pour le FCC, le CACH, la MOCA, chaque camp politique avec toutes les ardeurs qu'il y avait, mais il a stabilisé. On voit ce qui est devenu la MOCA aujourd'hui. Les FCC aujourd'hui a un discours attiré. Le CACH qui avait plus d'ardeur pour pouvoir diminuer les autres alliés de la plateforme est aujourd'hui très modéré. Ils ne sont pas si modérés que ça. Souvenez-vous, il y a eu des soulèvements. Si vous voulez une république parfaite, je pense que même aux États-Unis, on ne parle pas de la perfection. Vous parlez de la modération. Je ne sais pas votre définition du mot modération, mais c'est pas ce qu'on a vu. La modération suppose qu'il y a un gouvernement qui ne s'oppose pas au chef de l'État. La modération suppose qu'il y a un gouvernement qui est composé de membres du CACH. Vous ne parlez pas du gouvernement, vous parlez des cadres du CACH, justement. Oui, oui. Le cadre du CACH sont au gouvernement, justement. Si vous avez des cadres du CACH qui n'accompagnent pas ce gouvernement, je ne les connais pas, justement. Ce que j'appelle modération ici, c'est que même dans une famille unie de 4 personnes, papa, maman, une fille et un garçon dans la famille, il y a toujours des disputes. Et vouloir vivre un CACH FCC qui ne se chamaille jamais, je pense que c'est mal placé parce que même au sein du CACH, il y a des tiraillements, autant qu'au sein du FCC, il y a des tiraillements. S'il n'y avait pas de tiraillements au sein de notre famille politique qui est le FCC, c'est que Bati n'en serait pas parti. Justement, c'est parce qu'il y a toujours ce mouvement de contestation. C'est dans la grande majorité toute puissante de Joseph Kabila, qui a tenu la République pendant 2 mandats. Il n'y avait pas de tiraillement, le G7 n'aurait jamais été créé. Donc ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas un fait bénin, mais Félix Tshisekedi jusque-là arrive à gérer ces 2 familles politiques avec beaucoup de tact et il maintient jusque-là la République sur de bonnes roues. Sur le point de vue juridique, on sent que ça va. Un député... Justement, un état de droit, peut attaquer une décision de l'Assemblée en justice et en sortir vainqueur. Mais est-ce que du point de vue financier, peut-on dire que sous l'ère Félix, il arrive à tenir s'il passe à sortir? Je vais être sec avec vous parce que j'avais répondu à la question avec beaucoup d'objectivité. Subjectivement, la gestion financière a été plus ou moins saine l'année passée. Si elle n'était pas saine avec un budget de 6 milliards et quelques pratiquement, qui n'avait pas été atteint, on n'aurait pas eu la gratuité l'année passée. Si cette gestion n'était pas saine l'année passée, le travaux de 100 jours, puisque nous cristallisons les travaux de 100 jours sur le saut de mouton, et pourtant les sauts de mouton ne sont qu'une partie infime des travaux de 100 jours. On n'aurait pas dû compter autant d'écoles construites. Non, mais vous nous amenez sur un terrain où vous, avec tout ce qui s'est dit là, je ne pense pas que je sois le seul à maîtriser. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, si la gestion n'était pas saine avec ces budgets-là, on n'aurait pas compté. Cette querelle continue entre les DIRCAB, cette contradiction entre les DIRCAB et je reviens à ma réponse de tout à l'heure. J'aimerais que ça continue ainsi parce que le ministre des Finances est l'argentier de la République. En tant qu'argentier de la République, même dans votre compagnie ici à PIC, le directeur de finances n'a jamais été tellement élevé qui a été versé, alors que les travaux n'en sont qu'à 3 pour certains, 30 pour d'autres. Vous me contredisez sans dire mot. Je répète que le 30%, les 70% que vous évoquez ne sont que sur le saut de mouton. Justement sur le saut de mouton, qui sont une invention congolaise aujourd'hui, parce que ça n'a jamais été existé. C'est des nouvelles constructions que l'on n'a jamais vécues. Et vous voulez que ces nouvelles constructions-là soient montées comme ça, et puis c'est fini. Justement, l'impréparation et la précipitation que l'on souhaite aujourd'hui sur le saut de mouton avaient fait assez que les anciennes passerelles de Tchangou se sont effondrées sur les gens. Puisque le régime de Kabila avait bien pris le temps d'étudier et de faire les travaux dans la durée. Nous avons des passerelles aujourd'hui sur le boulevard Lumumba qui tiennent encore. C'est-à-dire laisser les travaux de saut de mouton qui se déroulent dans le rythme qui suit. Et là où il y a à corriger, j'ai répété tout à l'heure que le procureur général près la cour d'appel de Matete a ouvert une instruction. Et à ce titre, sur le seul saut de mouton, je ne peux plus commenter financièrement parce qu'il y a un dossier judiciaire qui
il est déjà ouvert. Il y a un numéro qui est déjà ouvert au niveau du parquet de Matete. Donc le droit que moi j'ai étudié, qu'on est censé suivre dans un état de droit, demande à ce qu'on ait des réserves sur le commentaire de dossiers qui sont judiciaires. Mais les sauts de moutons ne sont que 10% des travaux de 100 jours. Il y a des écoles construites, il y a des avenues qui ont été réhabilitées, il y a des avenues qui ont été nouvellement lancées, il y a des ponts qui ont été jetés dans le Congo profond qui tiennent jusqu'à aujourd'hui en un temps record. Tout ça, on peut fermer nos yeux sur tout ça, rien que parce que ici sur Boulevard Lumumba, les sauts de moutons ne sont pas finis. Mais moi, je travaille en ville, je circule en ville chaque jour, les travaux évoluent. Les gens veulent tout simplement voir une magie, les embouteillages. Quand vous avez le plaisir de voir sous d'autres cieux des avenues construites, de chaussées construites à 4-5 niveaux de circulation, ça n'a pas été jeté du ciel pour tomber là-dessus. Ça a d'abord créé des embouteillages, ça a pris du temps pour que vous ayez aujourd'hui un saut de mouton. Demain, nous aurons un saut de mouton sur un saut de mouton. Après, demain, nous aurons 4 niveaux de saut de mouton. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'élite congolaise aujourd'hui, acteurs politiques ou acteurs sociaux, comme mon frère Les Noirs ou mon frère Manix en face, encourager le peuple dans un élan d'espoir, en vue de pouvoir lui dire, attendez le jour meilleur, car ce qui s'est fait jusque-là, aujourd'hui, sur le plan financier, est correct, parce qu'avec un budget en déficit, Félix Tshisekedi a su réaliser. Ce qu'il a su réaliser, c'est que le travail de 100 jours jusque-là ne peut pas être construit sur le plan financier. Passons à une autre étape. On reproche à Félix Tshisekedi dans sa manière d'agir le non-respect de la procédure, notamment ce qui met en souffrance la nomination au sein de la SNCC, la GECAMINE. Pourquoi c'est manque de respect des procédures? Dans le pays de très vieille démocratie, Donald Trump prenait le pouvoir avec une mesure qui a été décriée par toutes les instances américaines. C'est-à-dire, si vous voulez que Félix Tshisekedi soit parfait, je dirais non. Joseph Kabila, en son temps, a eu à nommer des gens ici au Congo et qu'un d'entre eux était mort. C'est-à-dire, n'attendons pas qu'on ait la République démocratique du Congo avec tout en blanc, tout en rose. C'est que le chef de l'État n'a fait rien de raté. Le passé a été noir, cher ami, on ne va pas revenir sur le passé. Justement, nous ne sommes pas dans le passé. Il incarne les changements, vous dites. Et il est dans l'élan du changement. Ok. Justement, s'il n'était pas dans l'élan du changement, c'est que si on était à l'époque où la main dure du chef de l'État agissait, on aurait tapé sur le ministre. Mais le chef de l'État a renvoyé les ordonnances en instruction générale. Alors, il a un cabinet censé être bombé d'experts, mais qu'est-ce qui expliquerait que le chef signe des ordonnances qui souffrent d'irrégularité, soit de manque de non-respect des procédures? Le cabinet du chef de l'État n'est pas constitué de personnes censées être expertes, mais il est constitué de personnes expertes qui maîtrisent leur travail, chacun dans ce qui les concerne. Mais pourquoi c'est faute? Je pense que Tshisekedi, Kamere... Parce que pendant longtemps, on a dit que c'est les FCC qui bloquaient, tout ça, mais là, on se rend compte que l'ordonnance n'a pas été faite justement dans l'ordre. Vous en êtes rendu compte avec qui, justement? Parce que je ne sais pas avec qui vous débattez. C'est ce qu'on apprend. C'est ce que vous apprenez, mais je ne commente pas les rumeurs. C'est ça le problème. L'ordonnance est en train d'être étudiée au sein du Conseil des ministres. Il y aura une série d'ordonnances qui seront libérées d'ici peu. On a nommé le procureur, les auditeurs, le président de cour qui a contesté. On aurait voulu que Félix Tshisekedi le fasse la première année, mais il a laissé le même instance judiciaire continuer jusqu'à aujourd'hui. Il a pris une ordonnance. Ce n'est pas le premier cas. Il y a eu des nominations, il y a eu de réaménagement sur des entreprises à la SONAS, ici et là. C'est tout à fait normal. Mais si un jour il y a quoi que moi je ne m'en plains pas, justement, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Mais est-ce qu'on a mis en frein ou en contestation l'autorité du chef de l'État? Non. Je ne vois personne la contester jusque-là. Et lui-même, il a dit, il l'a reprécisé dans le fameux discours que vous évoquez de Londres. Pour moi, ça va être un faux débat. Un débat des rumeurs. Timothée Lenoir, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Pendant la première année, il n'y avait pas un gouvernement. Il y avait un gouvernement Tchibala à l'époque qui expédiait les affaires courantes. Mais après, on a vu la présidence agir comme un gouvernement parallèle qui était presque maître d'ouvrage de tous les chantiers de la République. Et après, il y a une certaine frange de l'opposition, ou soit des analystes politiques proches de l'opposition, qui disent que c'était une usurpation justement des compétences ou des titres, des fonctions. Félix Tshisekedi, en faisant cela, n'était-il pas avisé? Bon, écoutez, moi je pense et je vois que les Congolais ou encore nos amis de l'opposition essaient un peu de trop caillasser les chefs de l'État. Écoutez,
vous avez parlé d'une alternance pacifique, vous êtes glorifié ici, alors il faut supporter comment on appelle les conséquences. Je suis d'accord avec les chefs de l'État, au nom du nationalisme, au nom du patriotisme, les chefs d'État par rapport à l'initiation de sa vision de 100 jours, ce qui est normal, et on appelle ça continuité d'affaires. Les 100 jours ne pouvaient que continuer, ne pouvaient que bien s'exécuter au travers des gouvernements. Donc aujourd'hui, moi je vais vous faciliter la tâche. Donc s'il faudra parler des sauts de moutons, pourquoi nécessairement il faudra attaquer, comment on appelle, la présidence de la République, ou particulièrement le directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Ils ont été maîtres d'ouvrage. Si vous voulez, mais je pense que Vital Kamerhe n'est pas Judas, c'est pas lui qui a vendu les Christ, et donc ça ne sert à rien trop les caillasser à tout moment. Il n'est pas question de Christ si Timothée Lenoir. Je pense qu'aujourd'hui, la question, il faut poser, il faut plutôt braquer les yeux vers le gouvernement central. Parce que le chef d'État a initié les 100 jours, la continuité sur le nom du gouvernement central. D'ailleurs, le premier ministre qui est du PPRD, vous avez les ministres des ITPR, PPRD. Alors, c'est plutôt à eux de poser la question, qu'est-ce qui se passe avec les sauts de moutons? Non, mais justement, on parle de l'usurpation de compétences parce que Kamerhe a assumé dans le premier temps du pouvoir de Félix, justement, certaines choses qui normalement devraient être confiées à un premier ministre, chef du gouvernement, et lui, en tant que DIRCAB, ne pouvait pas engager ce genre de travaux. Il y a une chose qu'il ne faudra pas oublier, monsieur. Il est dans l'administration présidence de la République, monsieur le journaliste, pas dans l'institution. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Quoi? À chaque fois que vous voyez Vital Kamerhe poser des actes, il est directeur des cabinets, il ne peut que dépendre de la personne qui est son chef direct, la première institution, les chefs de l'État. Nous parlons du fonctionnement des institutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une frange justement qui les met sur les bancs des accusés pour dire qu'il y a eu usurpation de compétences. La question n'est même pas qu'il y a eu usurpation de compétences. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez donner des leçons à Félix Tshisekedi ou encore à Kamerhe au nom du FCC Cash. Nous venons de vivre 18 ans pratiquement d'années de médiocrité. On a tout piétiné, la constitution et tout et tout. Je pense que c'était normal. Il fallait avoir un œil par rapport aux choses qui se passent. Moi, personnellement, j'ai aimé l'attitude de Vital Kamerhe et il ne pouvait qu'avoir les yeux ouverts par rapport à la demande du chef de l'État pour la suivi des travaux. Aujourd'hui, on ne sait plus parler de cette question de Vital Kamerhe par rapport à la coordination du 100 jours. Aujourd'hui, on doit rester dans les principes de l'administration publique, ce qu'on appelle continuité d'affaires. Ça veut dire qu'il faut poser la question au Premier ministre et au ministre des ITPR. Moi, je pense qu'on doit être rationnel et cohérent, rester dans le respect des principes. Si ça pose un problème au niveau des sauts de moutons, je ne pense pas que la cause, c'est la présidence. Aujourd'hui, la cause, ça fait une année que l'action a été initiée. Alors, il faut comment dire, rester dans le respect des principes, poser la question au Premier ministre, qui est d'ailleurs pas visible. Je me pose la question si le Premier ministre est visible ou pas. Moi, je ne le vois jamais, ni ses actions, si ce n'est que des réunions entre guillemets. Au contraire, monsieur Julien, c'est plus les chefs d'État qui est au four et au moulin. Qu'est-ce qui se passe avec notre PP, le Premier ministre? Donc aujourd'hui, la question, elle est claire. Nous posons la question au Premier ministre, au ministre des ITPR, qu'est-ce qui se passe avec les sauts de moutons? Alors, parler de la coordination des 100 jours, aujourd'hui nous sommes déjà à plus d'une année. Donc, vous aurez vos sauts de moutons les 30 juillet. Nous espérons. Manixi Yenda, le président de la République, arrive en fonction. Pendant les premières années de son pouvoir, la présidence de la République était presque le maître d'ouvrage de tous les chantiers qu'il y avait ici. Et là c'est la première partie. Dans le fonctionnement du gouvernement, bien avant, je dirais, ou soit même après, on a eu d'abord une ministre des Affaires étrangères qui révoque ou convoque des ambassadeurs. Il y a eu une commission du gouvernement qui devait statuer sur les 4 gouverneurs de province, mais à la grande surprise de tous, même à la surprise du ministre des Tutelles, ce n'est pas lui qui préside cette commission, ce n'est pas lui qui convoque le gouverneur. Peut-on dire dans ce gouvernement qu'il y a eu gestion de conflit de compétences? Bon, moi je ne voudrais pas prêter vos mots, vos vocables pour en faire un fondement de mon argumentaire sur ce plateau. Vous savez, le président de la République, je répète, a trouvé le pays dans une situation de précarité, pratiquement dans tout le sens, et du point de vue économique que sur le plan politique. Et après, c'est vrai, nous avions opté le chemin le plus démocratique pour avoir justement un président de la République
démocratiquement élus, mais attention, les vicissitudes politiques ou politiciennes demeurent. C'est vrai, il y a tout à l'heure mon frère qui vient de parler de la continuité de service public de l'État, continuité de l'État. C'est tout à fait normal parce que l'État fonctionne comme une aiguille de la montre. Une fois élu président de la République, il est entré en fonction. Il revêt donc de son pouvoir constitutionnel d'assurer la continuité de l'État. Et parce qu'il devait le faire, il a quand même fallu expédier un certain nombre d'affaires courantes tout en engageant l'État avec un certain nombre de dépenses publiques. C'est ce qui a même justifié l'exécution de ce projet, disons de ce programme de 100 jours au regard de ce qu'on appelle le crédit provisoire. Parce que l'État mobilise le fonds de manière très continuelle au moyen de taxes et impôts, DGI, DGA, DGDA, etc. L'État a quand même conservé cette petite enveloppe pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, à la logique de l'introduction de gouvernance du président de la République, pour voir. Je crois que même Macron, une fois élu et entré en fonction, il a emprunté pratiquement la même logique lorsqu'il a, il a voulu que les étudiants, après avoir obtenu le diplôme au niveau de l'université, surtout qu'il y avait un sérieux problème dans le cadre de lutte contre le chômage et comment voir comment on peut donner de l'emploi à chaque jeune, tout en faisant une certaine catégorie par rapport à chaque tranche d'âge des citoyens français, il a quand même permis que les jeunes étudiants, après avoir fini, qu'ils continuent à avoir le droit de bénéficier leur bourse d'études. C'était de moyens un peu palliatifs. Je crois que même le président de Libéria, George Weah, lorsqu'il est venu, il a exempter les étudiants de la première année des licences et deuxième année des licences pour le paiement de frais académiques. Ce sont de mesures intermédiaires, effectivement. C'est pour voir comment est-ce qu'on peut prendre la bonne direction vers une gouvernance effective. Mais il y a encore une autre réalité, c'est vrai. Les aspects politiques influent quand même à une certaine mesure dans le fonctionnement des institutions de la République, surtout qu'il s'agit de deux régimes diamétralement opposés. Je parle donc d'un régime qui vient de sortir au remplacement d'un autre régime. De l'autre côté, il y a l'un qui prône effectivement le système politique qu'on appelle l'aristocratie, c'est-à-dire un système politique essentiellement centré vers la technostructure, le pouvoir du prince et ses collaborateurs. Et de l'autre côté, il y a un président de la République qui vient avec un autre paradigme de gestion pour justement diriger la chose publique de l'État avec un système tout à fait démocratique, un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit justement la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, Félix Tshisekedi est dans cette voie-là de remettre d'abord le pouvoir au peuple, de travailler pour le peuple et que le bénéfice du peuple soit garanti. Et c'est comme ça qu'il y a quand même une certaine sorte de pesanteur de l'autre côté dans leur façon d'agir. La pesanteur, c'est à quel niveau? Par exemple, celle des affaires étrangères, la pesanteur a joué à quel rôle? Vous avez tout à l'heure parlé de l'inexécution des ordonnances du président de la République. Ça fait justement, ça fait partie de cette conception philosophique des responsabilités politiques. Ce qu'on reproche à cette ordonnance-là, c'est le non-respect de procédures, justement. Non, mais non, le président de la République n'a pas vicié les procédures. Ce sont des ordonnances du président de la République. Si vous voulez même qu'on en parle, on en parlera parce qu'à une certaine mesure, ça fait l'objet de beaucoup d'encre et beaucoup de salive dans le temps, surtout avec ces débats de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République signe ses ordonnances en bonne et due forme. Et les ordonnances du président de la République ont deux caractères. Il y a le caractère politique et le caractère administratif. Et dans le cadre des ordonnances du président de la République ayant le caractère politique, le président de la République a ce qu'on appelle en droit le pouvoir propre du président de la République à ne pas partager avec le Premier ministre dans le cas de contre-saint. Et toutes ces procédures-là, le président de la République le respecte lorsqu'il signe ces ordonnances. Et les ordonnances comme texte ayant une valeur juridique opposable à tous doivent être publiées par le journal officiel de notre pays pour justement la publicité de cet acte de façon juridique et administratif. Et tout ça, tout a été fait. Mais il y a eu blocage justement dans l'applicabilité du ministre ayant comme domaine d'attribution ce domaine-là pour justement appliquer justement, afin que ceux qui étaient nommés soient travaillés. Qui a révoqué des ambassadeurs. On dit que les ambassadeurs élèvent de la compétence du président de la présidence de la République, soit du président de la République comme institution. Une ministre des Affaires étrangères qui s'adonne à cet exercice-là, l'avait-elle fait par ignorance ou soit on ne veut pas nous prononcer là-dessus, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il conflit de compétences? Le flou persiste jusque-là. Non, il n'y avait pas conflit de compétences. Vous savez, le président de la République, en sa qualité du président de la République, il reste placé au sommet pyramidal en termes de décision de l'État. C'est comme ça que notre Constitution lui a donné le privilège de nommer, et voire même de nommer certains organes qui ont été élus au moins soit d'un suffrage universel direct ou encore indirect. Je prends le cas, par exemple, de gouverneurs de province qui sont élus et de surcroît investis par l'Assemblée provinciale. Mais on donne quand même au président de la République le pouvoir de destituer le même gouverneur en cas justement de contradiction de gestion entre les ambassadeurs et l'exécutif national. C'est juste pour vous amener à une logique de comprendre que ce n'est pas le fait pour le président de la République de nommer les ambassadeurs et qu'il reste justement le maître à bord dans ce périmètre de gestion. Il y a eu des juristes qui sont passés dans les médias qui ont démontré avec toutes les reconnaissances du droit que... J'aimerais bien qu'on clarifie. Il n'était pas question de révocation, mais on avait suspendu. C'était un rappel. Effectivement. Il y en a qui ont été rappelés. Le chef de l'État ne prend pas de mesures conservatoires. Effectivement. La question maintenant, est-ce que ça relevait justement de la compétence de la ministre? Effectivement, ça relève de la compétence de ministre en tant qu'autorité de tutelle sur les organes qui d'ailleurs font la continuité de la politique étrangère de l'État dans chaque chancellerie accréditée dans le pays extérieur qui représente le drapeau tricolore de notre pays. Ça entre justement dans le cadre de sa compétence en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc il ne faudrait pas faire de l'amalgame par rapport à la gestion. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un problème de comportement politique, un problème d'attitude, un problème de philosophie politique. Nous devons incruster les valeurs républicaines telles que prônées par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui respecte jusqu'à ce jour le principe régulateur de l'État, en commençant par le principe des séparations de pouvoir. Vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi ne s'interfère pas par rapport aux exclusivités de pouvoir de chaque pouvoir de façon traditionnelle, le pouvoir exécutif, législatif, tout comme le judiciaire. Il reste là et il booste en tant qu'autorité suprême de l'État pour que chaque institution fonctionne dans la régularité. Autant pour ce qui concerne l'aspect politique. Et donc, il est en même temps le dépositaire d'autant des valeurs pourvu que les acteurs politiques, la population que nous sommes, nous devons incruster cela comme valeur afin de bien diriger la machine politique de l'État. Même sur le plan de la coalition, parce que nous subissons aussi un certain nombre des effets peut-être nocifs qui influent sur le dysfonctionnement des institutions de la République, la responsabilité des acteurs politiques par rapport à leur décoration politique liée au regroupement, tout comme aux partis politiques. Nous devons savoir que le pays reste le seul dénominateur congolais de tout le Congolais. Le pays n'est pas dirigé sur base de principes ou accords du Front commun pour le Congo, mais plutôt par rapport aux lois et à notre constitution de la République. Et donc nous devons rester orthodoxes et respectueux aux principes et aux règles. J'annonce sur ce plateau Oscar Lokusa qui est avec nous. Bonjour Oscar. Bonjour. Bienvenue à vous sur ce plateau. Vous êtes activiste pro-démocrate. Oscar, il y a une question que Manix aurait à éviter, justement, je lui avais posée. Laquelle? Il y a eu une commission au sein du gouvernement qui devait statuer sur les 4 provinces en problème et notamment, normalement avec la loi sur... Bon, il y a un décret de la présidence comme ça sur le fonctionnement des institutions qui dit que le ministre des tutelles préside toutes les affaires qui concernent justement son administration. Mais on a été surpris. D'abord, la commission ad hoc au sein du gouvernement, le ministre des tutelles, le VPM à l'intérieur n'a pas présidé cette commission. Il y a eu convocation de gouverneurs de province ici à Kinshasa. Celui qui les a convoqués, c'est le VPM à la justice. Et le VPM à l'intérieur s'est même plaint de ce comportement-là. Peut-on dire que cette première année de Félix au pouvoir a été jonchée de conflits de compétences? Le mot revient encore une fois. Merci beaucoup, monsieur Christopher. Je présente d'abord mes excuses à tous les téléspectateurs pour ce petit retard que j'ai connu. J'ai dit aussi quand même merci et je salue tout le monde ici sur le plateau. Je vais vous répondre plus vite. Vous savez, lorsqu'on engage certains débats autour de cette problématique, ou soit on parle beaucoup plus des institutions et du chef de l'État, nous devons beaucoup plus être objectifs et aussi concrets à tout ce qu'on a toujours dit.
le chef de l'État n'a pas seulement été élu par les combattants de l'UDPS ou soit les sympathisants du CAJ, mais c'est quelqu'un qui a peut-être bénéficié aussi de la confiance de presque tout un peuple. Mais il faut qu'il puisse bénéficier de l'aide aussi de la population. L'aide, comment je peux le dire dans quel contexte? On sait actuellement où se trouvent les blocages. On ne peut pas faire semblant d'en parler. On sait les blocages dans les institutions se trouvent quelque part. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit d'abord la présence remarquable du FCC, on voit toujours Joseph Kabila qui n'est pas parti, il est toujours là, qui est en train de planer. Il n'est pas parti d'où? Du pays? Oui, je pense qu'il y a certains points qu'on va évoquer. Il n'est pas parti, il est toujours dans les institutions, puisqu'on voit encore Samia en train de planer. On voit son nombre. Justement parce qu'il est l'autorité morale du FCC, c'est normal qu'il le soit encore. Il est sénateur à vie, le Sénat c'est une institution de la République. Effectivement, autorité morale du FCC, oui. Mais lorsqu'il commence déjà à mettre d'abord ses différents points de vue, et étouffer aussi... Il incarne une très grande plateforme politique. Étouffer les décollages et les bons fonctionnements des institutions, là on dira non, et on sent que la plus grande décision, donc la plus grande partie des décisions, donc les grandes décisions sont peut-être prises à Kingakati, selon ce qu'on est en train d'analyser, et puis autre chose. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. La fois passée, on était sur le plateau, j'avais évoqué les problèmes de société du peuple congolais. On avait évoqué autant de problèmes ici. On sent que les institutions, ou soit les gouvernements en place, semblent avoir de petits soucis. Et les chefs de l'État semblent être un peu bloqués par rapport... Ça, c'était juste un peu l'entrée du jet. Je voulais un peu parler en passant. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, vous savez, parlant de la commission qui a été mise en place, comme il y avait quatre gouverneurs qui avaient des problèmes, les gouverneurs Atou Matubwana du Congo central, il y avait Mukomadi du Sankourou, il y avait celui de Olomami et l'autre de Lituri, Bamanissa. Il faut comprendre que là-bas, dans un premier temps, il y a d'abord des aspects. Il y a l'aspect politique qui devait jouer, aussi l'aspect juridique qui devait aussi quand même jouer. Mais le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je l'avais suivi au moment où on avait ravi ses pouvoirs qui étaient entre ses mains pour confier à un autre ministère. Il avait aussi manifesté son inquiétude. Il n'était pas content de l'acte. Il y avait une lettre qui a fuité, qu'il a adressée au PM. Oui, voilà pourquoi moi je ne m'attaque pas beaucoup plus aux institutions ou soit au chef de l'État, mais je suis en train de faire un peu l'étalonnage. On doit comprendre que c'est un problème, c'est un duel politique entre le FCC et les CAJ, entre Kabila en personne et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je prends d'abord les cas échéants. Est-ce que ce duel-là doit justement piétiner sur le fonctionnement des institutions qui est déjà établi par la Constitution? Voilà pourquoi je suis en train d'avancer les différents arguments. C'est pour dire quoi? Je prends d'abord l'exemple du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, lorsqu'il a été désavoué par le FCC, par sa famille politique, bien entendu. Mais quelques temps après, on a eu à faire certaines interventions par-ci par-là, bon, les réquisitoires du PGR qui a été rejeté au sein de l'Assemblée provinciale et du Congo central. Mais le président de la République, chef de l'État, ensemble avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, jusqu'à présent, ils avaient encore la confiance envers le gouverneur du Congo central. Ça, je sais de quoi je parle. Ils avaient encore cette confiance-là, bien que le gouverneur n'avait pas encore la confiance au sein de sa famille politique. Mais cette fois-là, c'était devenu quoi? C'est devenu comme un tiraillement. Kabila qui tient pour le départ de ces messieurs, Tshisekedi qui tient. C'est pour dire ça, c'était juste un exemple que j'ai évoqué. Là, vous nous amenez dans les secrets des dieux, mais revenons justement à la procédure. Voilà. À la procédure, c'est que, vous comprenez, à ce stade, les chefs de l'État semblent être un peu bloqués par rapport à tout ce qui se passe au sein des institutions. Nous tous sommes en train de voir ça. Même le petit peuple, quand je parle de petit peuple, je parle le peuple de Mini. La maman qui vend de braise, la maman qui vend de Ndunda, de toutes les personnes, les bannes à cirage, partout ils se retrouvent, ils sentent que le pays n'évolue pas, le pays ne décolle pas, rien ne marche pour le moment. La question est ouverte, intervient qui veut. Oui, allez-y. Voilà. Et qu'est-ce qui bloque à ce qui n'est pas vraiment un bon décollage? Ça veut dire qu'il y a un freinage. Le freinage est dû à quoi? Le freinage est dû à cette coalition qui semble être un peu satanique, semble être un peu démoniaque, le mariage contre nature. Je suis en train d'évoquer des éléments un peu en vrac. C'est pour vous montrer que ce que vous êtes en train d'évoquer, vous parlez de la charge qui a été confiée entre les mains du ministère de la Justice. Ça veut dire quoi? On sait que les gouvernements que nous avons aujourd'hui, le FCC est majoritaire dans ces gouvernements. Le ministre de Justice, c'est un produit émanant de Joseph Kabila, du PPRD. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'on pouvait prendre d'abord ces dossiers, les dossiers que FCC attendait, la chute de ces différents gouverneurs, on ne pouvait pas les laisser entre les mains de Gilbert Kankonde.
Mais quelque part, le chef de l'État a aussi pesé avec son pouvoir qu'il a. Mais c'est ce qu'on a pris d'abord, on a confié entre le maître du ministre de la Justice, on lui a dit, bon ça va, peut-être on sentait qu'en lui, il pouvait influencer quelque chose, il pouvait peut-être parvenir à influencer le départ de certains gouverneurs, bien entendu, comme le souhaitait le FCC. Mais quelque part là, on sent le pouvoir du chef de l'État qui est un peu remis en cause. On sent le pouvoir du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est un peu des fois qu'il parle un peu bafoué. Et il n'arrive pas à exercer vraiment son plein pouvoir. Donc cela prouve à suffisance que le chef de l'État, comme il est là, on ne sait pas si effectivement il y avait soi-disant des accords que les gens non, juste des secondes. En fait, en soi, moi je ne suis ni contre toi ni pour toi, mais en fait, j'ai beaucoup saisi, je suis heureux et que tu aies ouvert, comment dire, que tu donnes l'opportunité à ces débats, que la boîte de Pandore s'ouvre un peu là. Il se passe un problème dans ces pays. Ça veut dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est bloqué. Et pourquoi il est bloqué? Pourquoi? Du fait déjà de ne pas avoir sa majorité au niveau du Sénat, l'Assemblée nationale et les gouvernements. Mais Félix Tshisekedi a une majorité écrasante, c'est nous, les souverains primaires. J'en arrive. Les blocages, on ne les sent pas, on voit pas. Le blocage est vif. Jusque-là, on voit le conflit des compétences. On voit pas les blocages. Il ne faut pas ramener les débats dans le sens du conflit des compétences. Ici, il y a un vrai blocage. Vous imaginez, moi, j'ai suivi les premiers ministres. En son temps, on avait tenu un débat sur ce sujet. Non, le premier ministre faisait une déclaration tout en disant que non, j'ai appris comme tout le monde que le gouverneur du Congo central a été réhabilité. Mais on est où là? On est où là? Comment se fait-il les premiers ministres, chefs du gouvernement? Parce qu'au fait, s'il y a un vrai patron là, ici, justement, là, c'était Gilbert Kakonde qui avait fauté. Non, qu'est-ce qui prouve qu'il avait fauté? Non, mais parce que le Premier ministre dit avoir suivi à la télé était rationnel, si le Premier ministre était cohérent, pour ne pas dire rancunier, il devait responsabiliser davantage les VPM intérieurs en fait de définir la question. Sur base de quel élément de droit? Pourquoi les VPM ne l'avaient pas saisi au préalable? Sur base de quel élément juridique on doit donner cette question sur les entités territoriales? Aussi longtemps il y a les VPM de l'intérieur, on donne ça à celui de la justice. Je peux répondre à la question. Il y a un décret qu'on a lu en son temps. Non. Tout ça c'est l'état d'esprit, c'est le sang PPRD. Nous sentons aujourd'hui les PPRD tout en étant visibles pour bloquer la première institution qui est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on condamne Félix Tshisekedi dans tout. Ok, bravo. Mais que fait le Premier ministre? Le Premier ministre, il apprend la nouvelle comme nous, souverains primaires, à la radio ou à la télévision, que son VPM de l'intérieur a dit réhabiliter à Toumatoubouang. Ça veut dire qu'il y a un seul papa. Selon vous, c'est quoi? À qui? Qui devait informer? C'est ça la vraie question, ce qu'on appelle la crise. Oui, Samuel, vas-y. Et par rapport à tout ça, le Parlement sera dissous. Ça, c'est déjà une grande question concernant la crise. Pas de prophétie. Il n'y a pas de question de prophétie, mais c'est politique et la question est claire. Le Parlement sera dissous. Nous, la population, nous sommes d'accord. Mon cher Timothée, j'aimerais que nous dépassionnions les débats. La question des gouverneurs, sur le plan institutionnel, au niveau où elle était, elle ne pouvait plus relever du ministre de l'Intérieur. C'est censé partir au ministère de la Justice pour une simple et bonne raison. Si le ministère de l'Intérieur devrait lui-même piloter la commission ad hoc, il s'est constitué juge et parti. Et les VPM à la justice seraient à l'intérieur. Non. Tout à fait. Il s'est constitué juge et parti parce que c'est lui l'air tutelle dans le fonctionnement normal des institutions provinciales. Et quand la crise était encore au début, sans qu'il y ait d'émotion prononcée, ça relevait de sa compétence. Comme la crise était déjà constatée, le ministre de la Justice est le premier conseiller juridique du gouvernement et du chef de l'État. C'est lui l'OPJ du gouvernement. Juste pour les questions des entités territoriales. Non, pas juste parce pour que dans d'autres questions, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Justement, quand le procureur de Matete signe... Tout est l'un des ministres actifs dans ces... Oui, surtout avec le procureur de Matete. Il se passe des sérieux problèmes au parquet de Matete. On va en parler. Quand le procureur signe pour les instructions ouvertes pour les travaux de saut de mouton, il signe sur instruction du ministre de la Justice. C'est sur son instruction. C'est lui qui conduit les parquets du point de vue politique. Le ministre de l'Intérieur avait pris un certain nombre de décisions, entre autres la réhabilitation de la Toumatoubouang. Okay? Encore que la contestation qu'on a évoquée entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, c'était sur de faux comptes Twitter. Donc nous avons tous suivi un débat sur de faux comptes Twitter. On n'a pas certifié ces informations-là. Et quand il faut maintenant instituer une commission pour pouvoir régulariser, ça devient plus ou moins judiciaire. L'ordonnance qui fixe la répartition des compétences et le fonctionnement du gouvernement
précise que le ministre de la Justice est le seul compétent pour suivre l'exécution des lois de procédure. Par loi de procédure, entendons entre autres la loi sur le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Les actes que les assemblées provinciales ont pris en destituant leur gouverneur entrent déjà dans la procédure. Et seul le ministre de la Justice peut connaître de ces actes-là. À défaut, c'est la justice elle-même. Et puisque le gouvernement, par Félix Tshisekedi, a voulu tasser que la question ne soit pas conduite devant la justice et que le ministre de la Justice n'écrive pas aux différents procureurs pour pouvoir ouvrir des instructions sur le dossier, il a voulu qu'il y ait un arbitrage institutionnel parce que c'est le chef de l'État qui est l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Et les conseils des ministres siégeants, on a chargé le ministre de la Justice à juste titre de pouvoir instruire les dossiers. C'est tout à fait normal. Parce que dans cette instruction-là, il est censé convoquer même le ministre de l'Intérieur pour l'entendre. Si ça se fait sur PV, même le ministre de l'Intérieur doit être entendu. Quand vous avez pris l'acte de réhabiliter tel gouverneur, c'était sur base de quel acte juridique? Non, c'était sur telle base. Et si c'était à lui qu'on confiait la responsabilité, il serait jugé parti. Ça ne peut pas se faire dans un état normal. Et cette histoire de fonctionnement du gouvernement, le ministre qui agit, qui n'agit pas, et si le Premier ministre aurait dit qu'il avait entendu comme tout le monde à la télé, ça allait être une faute du ministre de l'Intérieur. Parce que quand le ministre de l'Intérieur, quand le ministre de la Justice, le ministre des Finances, tout ministre du gouvernement prend un acte, il est censé notifier prioritairement les chefs de l'État et les premiers ministres. Donc si tel était... Donc là, vous comprenez déjà qu'il y a crise. Oh, il n'y a pas de crise. Si c'est crise, alors disons-nous que non, c'était le ministre de l'UDPS qui avait provoqué la crise. Non, le débat n'a été conduit que sur deux comptes Twitter qui n'existent que par de hackers. On a vu des hauts cadres de l'UDPS, justement, les hauts cadres de l'UDPS, ils sont institutionnels. Pour dire que... Vous avez suivi le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le porte-parole du... Non, mais ils sont représentatifs, ce sont leurs membres. C'est-à-dire, nous parlons des cadres cher ami, ce sont leurs membres qui sont dans les institutions. Justement. On a vu des hauts cadres de l'UDPS qui disaient... gouvernement ne sont pas déchargés de leur... Cher ami, écoutez, on a vu des hauts cadres de l'UDPS qui se sont levés pour dire que non, il y aurait une manœuvre qui vise à déposséder de leur pouvoir certains de nos membres qui sont au gouvernement. Notamment, Gilbert a été cité. Je peux encore répondre. Oui. C'est faux, parce que si ce sont des cadres qui parlent, arrêtez de qui ne dire sont que pas c'est faux. institutionnels, j'aimerais qu'un ministre dise institutionnellement que j'ai été bloqué par tel autre ministre. J'aimerais que la question soit plus ou moins vidée dans ce sens ici. S'il y avait blocage sur la vision politique de Félix Tshisekedi, je disais à l'ouverture de l'émission que non, on ne peut pas sortir d'un gouffre et aller directement... On parle de conflit de compétences. J'ai dit le conflit de compétences. Le ministre qui exécute dans la chaîne d'exécution, je ne crois que c'est le cas ici, dans la chaîne d'exécution de travaux de 100 jours, il y avait... Au moment où on a lancé, il y avait quel ministre du cash? Tout c'était soit du FCC, et tout était du FCC, PPAD ou autre partie du FCC. Ça, c'est un deux. Actuellement, dans l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi, le ministre d'État à l'EPST, il est du PPAD. C'est lui qui pilote la gratuité. Le ministre d'État aux finances, il est du PPAD. Le ministre du budget, il est de l'UNC. Il n'y a aucun membre de l'UDPS qui est dans cette chaîne-là. Quand celui-ci pilote et que l'autre ordonnance envoie pour paiement. C'est-à-dire, si nous disons qu'il y a blocage, mais ceux qui font aujourd'hui la grande vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, sa grande réalisation, c'est rendre la gratuité effective. Mais il n'y a aucun ministre de l'UDPS. Même le vice-ministre du secteur n'est pas de l'UDPS. Mais où est le blocage? Et c'est tout à fait normal que si Félix Tshisekedi, chef de l'État, a voulu tasser qu'il y ait la démocratie, la liberté d'exécution, qu'il y ait certains couacs dans le fonctionnement, et c'est cela qui rend son pouvoir d'arbitre du bon fonctionnement des institutions effectif. Parce que s'il n'y avait pas de blocage, il arbitrait quoi? Le vent qui passe dans le gouvernement? Justement, c'est des humains. Il faut qu'il y ait certaines discussions. C'est justement pour ça qu'il y a régulièrement, hebdomadairement, des conseils de ministres. Au niveau de cette affaire, comme disait mon frère qui est à gauche, il n'y a aucun empiètement de pouvoir. La question ne relevait plus du ministre de l'Intérieur, mais du ministre de la Justice, parce que c'est lui qui est censé suivre l'exécution des actes de procédure. Il y a eu des décisions d'assemblée provinciale. Mais quand le fonctionnement est normal, c'est le ministre de l'Intérieur qui est leur autorité de tutelle. Quand on mélange les choses, mon frère veut tasser que Joseph Kabila soit incinéré dans de l'acide, qu'il disparaisse complètement. Mais la Constitution n'a pas dit, n'a pas interdit à Kabila de pouvoir réagir sur les questions politiques majeures. Et encore, quand il affirme que non, Joseph Kabila donne deux points de vue. Vous avez déjà entendu Kabila parler depuis qu'il a quitté le pouvoir?
Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il a quitté d'abord les pouvoirs? Est-ce qu'il a quitté les pouvoirs? Est-ce qu'il n'a pas le droit de parler? Est-ce qu'il n'a pas le droit de parler? Il a le droit de parler, c'est son pays, il est congolais. Il n'est plus président de la République. Mais il est sénateur à vie, non? Oui, il est sénateur à vie. Qui a toujours un mot à dire. Je n'ai jamais entendu l'autorité morale du FCC. Et encore si l'édition se prenait à Kingakati. Mais puisque ça se passe à Kingakati, non, mais si vous soulevez le point sur Kingakati, on va ouvrir la boîte. On sait comment ça se passe à Kingakati. Même si ce n'est pas à l'ordre du jour. Tous ces blocages, ça vient d'où? Félix Tshisekedi est un président magnifique qui a une grande vision qui continue à exécuter. Allez-y, Manix. Bon, moi je pense que, un peu comme vous avez dit au début, il faut qu'on reste orthodoxe dans le raisonnement. Quand il s'agit de responsabilités qui relèvent justement de la responsabilité des animateurs, des institutions de la République, nous pouvons faire nos analyses sur ce point-là. Et quand il s'agit des responsabilités qui reviennent de la part des acteurs politiques, membres des partis politiques et regroupements politiques, je crois qu'on doit rester dans chaque pôle pour essayer de faire une différence entre les responsabilités politiques et celles qui relèvent d'un cadre beaucoup plus institutionnel. En étant ministre dans un gouvernement, on cesse d'être un membre d'un parti politique. Déjà même, par bon sens, je me sens gêné, et surtout qu'on soit dans une république où on parle d'un ministre par rapport à sa décoration politique, où on parle d'un président de la République par rapport à sa décoration politique. Non, ça c'est un problème. Et donc, c'est comme ça que je vous ai dit au départ, tout est question de philosophie qui anime les acteurs des institutions de la République. Il faut que le ministre de l'EPSP se rende compte qu'en étant ministre, ayant expédié un certain nombre d'affaires courantes dans le secteur qui m'est revenu comme domaine d'attribution, je cesse d'être un membre du PPRD. Et d'ailleurs même, il y a la limite de l'incompatibilité des responsabilités étatiques comparablement aux responsabilités politiques. Justement, c'est pour protéger l'État et les fonctionnements régulier des institutions de la République qui ne doit pas être assujetti des tempéraments des partis politiques. Mais une chose que nous devons reconnaître, c'est que les mêmes animateurs des institutions sont pratiquement les tyrans dans chaque parti politique, les mêmes protagonistes de regroupements politiques, et chacun, de manière très individuelle, cherche à tirer le drap de leur côté. Et pour sacrifier qui? Pour sacrifier le peuple congolais. C'est comme ça que je vous ai dit au début de mon allocution, il y a un système politique du Front commun pour le Congo qui n'a rien à voir avec le peuple, qui n'a rien à voir avec les déshydratats du peuple. C'est ce système-là que j'ai qualifié de l'aristocratie. C'est-à-dire il y a un chef et le pouvoir doit être centré sur le chef. Et les chefs, à son niveau, décentralisent le pouvoir, non pas vers le peuple, mais plutôt vers ses collaborateurs. Kamere Durkab a reconnu avoir bien travaillé, justement, pendant les premiers instants de Félix au pouvoir. Il a très bien travaillé avec un gouvernement 100% FCC, plutôt qu'avec ces gouvernements mixés, où il y a mixage entre les FCC cash. Là, c'est la première question, pour revenir à ce que vous disiez. Et il y a aussi certains les partisans du CAS, justement, qui disent que leurs membres au sein du gouvernement sont étouffés. Bon, vous savez, je commencerai par la deuxième question. Moi, je comprends l'attitude des l'UDPS. Je comprends l'attitude du CASH. Le CASH est tenu, justement, de sauver son premier mandat, du point de vue des responsabilités politiques. Est-ce pour autant qu'il faut accuser les autres? Non, mais peut-être pas accuser, mais plutôt recadrer. Je crois que la réaction de l'honorable Jean-Marc Kabound ne s'inscrit pas dans la logique d'accuser les uns tout comme les autres, mais plutôt de recadrer certains. Pour quel but? Pour une finalité justement de permettre la vision, le programme et le modèle de gouvernance de Félix Tshisekedi prendre effet au sein de l'échiquier politique congolais. C'est dans ce sens-là que l'UDPS joue pratiquement le rôle d'un protecteur de son pouvoir, de son impérium qui lui a été légué par les Sphinx délimité, paix à son âme, le père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et ce pouvoir-là doit être protégé de manière continuelle. Et surtout que lorsqu'on parle de partis politiques,
les missions traditionnelles, c'est d'abord la conquête. L'UDPS a conquis son pouvoir, l'exercice. Il est en train d'exercer son pouvoir. On sent qu'il peine mais à aussi, l'exercer. il doit le conserver le plus longtemps possible. Merci. Tout en Oui, tenant Oscar compte. revenez sur la question. Je me sens d'abord un peu le plus sacrifié de l'émission, hein, mais sinon on avance toujours. C'est normal parce que vous êtes venu en retard. D'accord, merci. Les retardataires ont toujours. Il y a ceci. Je vais revenir un tout petit peu par rapport à ce que mon frère à ma droite disait, par rapport à la manière dont le pays avance et la présence remarquable de l'autorité du FCC. Excusez-moi beaucoup plus d'évoquer un peu ce débat parce que c'est un débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive même. Mon frère Timothée Lenoir a évoqué le problème de la dissolution du Parlement. Je pense que c'est aussi l'un des points, je crois, à l'ordre du jour, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas si vous avez planifié ça. Il y a un problème qui dérange vraiment tous les Congolais. Ça nous dérange, ça nous fait mal au cœur. De constater que vous êtes dans un pays, vous êtes Congolais, vous vivez dans votre propre pays, mais vous ne bénéficiez pas vraiment de la richesse de votre pays. Et vous êtes vraiment oublié à votre triste sort par des autorités qui sont censées vraiment vous protéger. Je prends d'abord l'exemple comme chez moi, au Kasaï central, à Kananga. Là où il y avait le programme de 100 jours, puisque Kananga, c'est la ville qui est vraiment marginalisée, la ville qui n'a pas bénéficié vraiment de ces programmes de 100 jours. Imaginez-vous, les travaux étaient dirigés par l'actuel ministre de la formation professionnelle à métier, monsieur John Ntumba Panou Pakole. C'est lui, le secrétaire général adjoint de l'INC, et c'est lui qui pilotait vraiment ces travaux-là au Kasaï central. Je vous dis bien, jusqu'à présent, rien de bon n'a été fait. Je suis en communication avec... Il n'y a pas que les Kasaï, il y a eu d'autres provinces qui se sont plaintes aussi. Alors, oui, moi j'ai évoqué le cas du Kasaï, c'est puisque j'ai vraiment des preuves, des éléments de preuves. Et ceux qui se plaignent ailleurs ont aussi des preuves, cher ami Oscar. Voilà. Avancez sur la question. Oui, la question, reposer la question, c'était laquelle? Reposer la question, vous... Justement, la question qu'on vous a posée sur les conflits de compétences au sein du gouvernement. Oui, les conflits de compétences, c'est que le Noir a évoqué ici. Imaginez-vous, c'est une ignorance notoire, une ignorance. Lorsqu'un premier ministre se réveille le matin, il dit « J'étais aussi à la maison, j'ai regardé la télévision comme tout le monde. J'ai vu lorsque le VPM a pris l'initiative de réhabiliter tel gouverneur. » Mais il faut aussi comprendre que certains gouverneurs qui ont été soi-disant sanctionnés, ils n'ont jamais été suspendus. Puisque moi, je connais très bien l'affaire du Congo central. C'est l'affaire vraiment que j'ai maîtrisée vraiment pendant un certain moment. Les gouverneurs n'ont jamais été suspendus. Il y a une décision de justice pour ça. Non, les gouverneurs n'avaient jamais... pour le Congo central. Juste Lomami et Ituri. Oui. Puisque le Congo central, là-bas, n'avait jamais été... Olomami, il n'avait jamais été suspendu. Oui. Voilà pourquoi le VPM avait compris que... Donc ça reste Mokoumadi et Matou. Matouana. Le VPM avait compris que ça ne vaut pas la peine. Oui, il faut que les gouverneurs puissent reprendre vraiment ses responsabilités et que la province puisse évoluer. Mais ce qui est important, c'est quoi? Moi, je me pose autant de questions. Est-ce que c'était important de ravir vraiment ces pouvoirs entre les mains du ministre de l'Intérieur pour confier ces pouvoirs-là, la compétence vraiment, soit la direction de cette commission ad hoc. Vous n'avez pas suivi votre voisin de gauche, votre voisin de droite, justement, qui en a parlé. Non, mais ce n'est pas une parole d'évangile. Il y avait la loi le respect des procédures, justement. Ce qu'il a respecté. Ce n'est pas une parole d'évangile. Vous voyez déjà, même au niveau du règlement, on a remis en Ituri et au Lomami, mais les deux provinces qui avaient de graves problèmes sont encore en étude. Pourquoi? Sont encore suspendues. Parce que ce qu'il y a eu au Congo central a des implications pénales. Ce qu'il y a eu au Sankourou a des implications pénales. Parce que le Parlement provincial reproche au gouverneur d'avoir touché même l'outrage au Parlement. C'est une infraction pénale qui peut conduire même, pas même qui peut, mais qui conduit même à la destitution, à la déchéance du président de la République respectivement et du Premier ministre. Maintenant, imaginez que c'est le gouverneur qui peut être accusé d'outrage au Parlement. C'est que pour pareil cas, parce que ça prend des connotations plus ou moins judiciaires, cette implication-là ne peut plus être au niveau du ministère de l'Intérieur. Encore que dans le système de notre gouvernement, il y a un ministère de l'Intérieur à côté et un ministère de la décentralisation à côté. C'est un peu comme si ça s'est mélangé, mais c'est très différent. Sur le plan normal de fonctionnement, c'est le ministre de l'Intérieur. Si c'est dans le cadre de pouvoir décentraliser, c'est le ministre de la décentralisation. Mais quand les implications sont juridiques, judiciaires, pour l'ensemble du gouvernement, c'est le ministre de la Justice. Parce que c'est lui qui doit instruire le procureur à ouvrir une instruction sur ça.
Ok, on peut passer là. Oui, vous avez la parole, cher ami. Oui, voilà. Donc, il a répondu, bien que l'ami l'a dit de l'autre côté, mais ce n'était pas toujours important de prendre seulement ses pouvoirs confiés au VPM de la justice, seul piloter, seul vraiment cette commission ad hoc. Pourquoi il était impérieux, il était très important d'associer aussi le patron de l'intérieur, parce que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont en train vraiment d'évoluer sur son terrain. Ça, il faut quand même reconnaître. Donc, Kankonde devrait être aussi associé à cette démarche. C'est maintenant au niveau de la justice, cher ami. Non, mais au niveau de la justice... Ce n'est plus la territoriale. Monsieur le journaliste, j'ai bien suivi, excuse-moi, j'ai bien suivi mon ami, comment on appelle Samuel Kabongo. Samuel, très juridique, très bien parlé, il maîtrise bien les principes et tout ça, c'est bien. Mais ici, la question a deux volets. La question sur les entités territoriales, selon moi, selon mon entendement, la question a deux aspects. Il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect politique. Dans l'aspect juridique, là, vous mettez les VPM. Non. Monsieur le journaliste, ici, tout est politique. Non, mais la question des entités territoriales doit être à la justice. Si, je ne suis pas contre la justice. La justice ne peut que faire. Non. Outrage au Parlement, Manix, tu as tout à fait raison. La justice a fait son travail. J'ai pensé qu'il y aurait une commission et qu'au sein de cette commission, comme vient de soulever certains points par Samuel, on allait évidemment associer le ministre de la décentralisation. Pourquoi ne pas associer aussi le VPM de l'intérieur de n'avoir pas présidé. Le VPM de l'intérieur est dedans. Il s'est plaint de n'avoir pas présidé. Moi, je suis informé dans cette commission, le VPM de l'intérieur a été instruit d'être à l'écart. Non, le ça devient compliqué. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il est dans l'organe de la présidence, il serait juge et parti. Il ne peut pas être dans la Il est membre de la commission. Il est membre de la commission. Il s'est plaint de n'avoir pas été président. Renseignant, mais je me pose la question si réellement il a participé à la commission. Ah oui. Oui, clôturé, cher ami, on va quoi. Voilà, ce que je disais, c'est que Maître a expliqué, je crois, Maître Samuel, ce qu'il a expliqué, c'est purement juridique. Donc, de ces points-là, parce que moi, personnellement, je me disais, il fallait que VPM de l'intérieur puisse aussi faire partie quand même de cette commission ad hoc pour que les discussions puissent avancer plus rapidement. Puisqu'on sent que, c'est pourquoi je reviens toujours à l'aspect politique, la manière de diriger FCC Cash, la MOCA est écartée, FCC Cash, on sent que, quelque part, avec la présence du FCC, il y a un certain esprit de blocage. Les blocages, c'est à quel niveau? Là, vous faites des allégations, cher ami. Pas des allégations. À quel niveau? Je vais y arriver. On vous a cité des ministres et FCC qui font du travail, qui sont félicités. Il paraît que tous les jours, ils sont félicités dans le conseil des ministres. Qui, par exemple, Willy Bakonga. Félicité par rapport à quoi? À les réactions Willy Bakonga peut perdre. Il va être félicité par qui? On sent la progression dans cette histoire de la gratuité. La gratuité de l'enseignement est visible, mais avec des anomalies. Quand les prophètes nous mettent mal à l'aise, les prophètes, c'est vrai que quelque part, ils dépendent du gouverneur. Mais c'est la responsabilité du ministre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais justement, c'est une maladie qu'on doit traiter. Aujourd'hui. Non, mais monsieur Jonathan, vous faites des câlins déjà du FCC, ça devient compliqué. Je ne fais des câlins à personne. Non. Je peux évoluer. Évoluer, cher ami. Vous savez, la fois passée, j'étais la première personne à défendre vraiment la gratuité de l'enseignement sur ce plateau. Mais quelque part, on fait souvent l'effort de faire des tours dans les différentes écoles pour voir la manière dont cette gratuité est effective ou non. Oui, ils sont en train de chuter. Certaines écoles qui nous environnent, on remarque la gratuité, des fois, qui peut être un slogan. On parle pas de la gratuité, bien sûr. Mais vous arrivez dans une salle de classe où vous trouvez par exemple 120 élèves, vous trouvez 130 élèves. Et l'enseignant est incapable de terminer la correction. Ce que j'ai dit, on m'a pas relaté. Moi-même, j'étais au complexe scolaire Saint-Paul, collège Saint-Paul. Là où une école voisine, là où j'habite, je suis arrivé, je trouvais dans une salle de classe plus de 120 élèves, 130 élèves. Et la qualité de l'enseignement, la qualité, la qualité, on va construire de nouvelles écoles. Oui. Merci, je reviendrai à vous pour et le ministre Bakonga l'explique chaque jour. Non, il ne faut pas nous parler de lui là, tout sauf lui là. Il s'est retrouvé là parce qu'il doit être là, mais tout sauf Bakonga. Non. Merci, cher ami. On connaît les parcours de tout un chacun. Manix, Yenda, on parlait des ministres sous-traitance. Peut-on dire aujourd'hui que le gouvernement Félix, le gouvernement Ilon Kambas, présidé par sous l'ère Félix Tshisekedi, gouvernement Ilon Kambas, gouvernement sous-traitance. Besoin d'un remaniement, effectivement, ça peut se faire, c'est une possibilité pour réajuster l'action gouvernementale, s'il y a de quoi.
ou si les attentes de la population ne sont pas respectées dans la façon d'agir de chaque animateur du gouvernement, pourquoi n'est pas remanier, pourquoi n'est pas réajuster l'équipe du gouvernement? Mais à l'heure actuelle, je pense que s'il faudrait remanier le gouvernement, ce serait encore tenir compte de certains enjeux politiques par rapport à la coalition, parce que c'est un gouvernement de coalition. Il y a la conjugaison. Non, mais on ne va rien changer. On redemandera aux plateformes de présenter de nouvelles têtes. Non, mais peut-être avec un certain nombre de critériums. C'est vrai, il y a eu le critère qui ont été élaborés par M. Ilon Kamba. Je ne sais même pas si on a jeté où ces papiers de critères, parce que beaucoup peut-être ne respectent pas les critères qui ont été définis comme base pour gouverner cette Personne institution. n'a été nommé avant ces critères. Non, mais de toute façon, moi ces débats-là ne me concernent pas. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir comment est-ce que nous devons orienter l'appareil public de l'État, comment est-ce qu'il faudrait répondre aux déshydratats de notre population. Il est vrai que nous avons autant de problèmes, il y a toute une panoplie de problèmes, secteur par secteur. J'ai entendu tout à l'heure mon ami qui parle de la gratuité. C'est vrai, la gratuité n'a pas un effet positif sur le plan totalitaire, mais on a quitté un point, le point A, et on va vers le point B, peut-être vers le point C. D'abord, on a rendu la gratuité, et en plus, je crois que le ministre même du secteur est revenu là-dessus. C'est vrai, quand on parle de la gratuité, c'est peut-être un terme plus générique, mais l'enseignement au Congo reste payant. Et cette fois-ci, le président de la République, avec son gouvernement, ils se sont décidés de délocaliser la responsabilité qui était sur le dos des parents minables que nous sommes, pour que l'État lui-même reprenne justement sa responsabilité de prendre en charge les enfants de son propre pays et les enseignants de son pays. C'est ce que l'État a payé. Et cela, il y a un prix à payer en termes de coûts économiques. C'est peut-être qu'il y a un certain déséquilibre dans certains secteurs, surtout que notre système économique reste pendant en termes de productivité économique. Et donc, nous avons répondu à un grand problème. Je vous ai dit tout à l'heure que la gratuité a produit plus de 3 500 000 enfants de plus dans le secteur. Ça, c'est une avancée très significative. Et donc, par rapport au nombre des écoles, je crois que le président de la République est revenu sur ça. On doit d'abord faire une évaluation, un diagnostic sur la statistique des élèves sur toute l'étendue du territoire national, se rendre compte de nombre des écoles que l'État dispose actuellement, les capacités d'accueil de chaque salle, et finalement voir si l'État peut créer autant d'écoles pour pouvoir répondre justement à cette question d'infrastructure, pour justement abriter les élèves dans des conditions adéquates. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi une problématique de la qualité de l'enseignement. Et donc nous allons partir d'un point vers un autre point de manière très progressive, pour justement répondre progressivement à cette question de l'éducation. Vous savez, en France, on dit si vous voulez tuer ce pays, tue l'éducation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a peut-être pas oublié ces mauvais souvenirs que M. Joseph Kabila nous a laissés lorsqu'il a fini son régime. Il a tellement marqué. Il a reconnu de n'avoir pas pu transformer l'homme congolais. Et vous et moi, nous savons que l'homme congolais est transformé justement au moyen de la famille, de l'école, de l'université et dans le travail. Parce que c'est dans la famille que l'homme congolais aura justement de vraies valeurs, parce que c'est dans ce cadre-là qu'il marque le premier pas en tant qu'enfant. Les valeurs qui viennent de la famille. À l'époque de Joseph, c'est non, mais avec quelle base? Avec quelle capacité d'accompagnement de famille? Parce que les familles vivent au moyen d'une ressource naturelle qu'on appelle le revenu, le salaire des parents. Est-ce les parents dans ces temps-là étaient à même de pouvoir prendre en charge leurs enfants? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a déchargé la responsabilité de ces parents-là. Il y a encore les circuits de la scolarité, parce que c'est dans la scolarité justement l'enfant aura la capacité de lire, écrire et calculer. Et d'ailleurs, cette gratuité, à une certaine mesure, a réduit de manière très sensible le taux accru de l'analphabétisation de notre pays, et d'office, l'accès au circuit de scolarité primaire devient une obligation, je dirais même obligatoire. Vous êtes parent, l'enfant reste à la maison, on peut vous arrêter pour ça. Et donc c'est une responsabilité que l'État a récupérée au nom de sa mission gendarme, mais aussi et au regard aussi de sa promesse de campagne, parce que nous devons quand même répondre aux déshydratats du peuple. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. De ce qu'il dit, c'est que vous voyez, quand nous parlons de 3 millions d'enfants scolarisés, on pense que c'est un fait divers. Hein? Non. C'est pratiquement 5% de la population congolaise. Pratiquement 5%. Et la moitié d'ailleurs de la population gabonaise. Parce que Gabon a à peine 6 millions. Ce n'est pas un fait divers, ça c'est un 2.
c'est que quand nous parlons de ça, on oublie que cette gratuité va permettre d'ici le mois d'avril à pratiquement 97 000 familles congolaises à obtenir un salaire. C'est 97 000 unités qui n'étaient pas payées. Et pour le mois de janvier, c'est pratiquement 33 000 qui ont eu leur premier salaire. Le problème que vous évoquez des prophètes, le problème qui est dans la gratuité, c'est pourquoi j'ai dit que le président Tshisekedi est un président formidable, qu'il y a un gouvernement qui l'accompagne effectivement. Le ministre Bakonga avait une autre vision méthodologique de conduire la gratuité. Le chef de l'État a voulu assez qu'il y ait égalité. C'est justement ça le problème, ce n'est pas le problème du ministre, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Le chef de l'État veut que le Congolais vivent tous de manière égale et que l'enseignant qui enseigne à Gombe, celui qui enseigne à Ngiringiri, soient tous traités de la même manière. Et maintenant, le problème qu'eux posent, c'est que pourquoi moi j'enseigne à Eli qui a voulu qu'on me paye de la même façon que celui qui est à Sekebanza. C'est ça le vrai problème qu'eux posent. C'est un EP1. Oui, voilà. Vous voyez un peu. Alors, à ces problèmes, vous voulez que le ministre Bakonga fasse quoi? Il répond à la volonté pleine du chef de l'État d'instituer cette gratuité dans l'égalité. Je l'espère. Okay? Alors, à ce niveau-là, je pense que c'est tout à fait normal. Les membres du gouvernement qui sont au gouvernement, la Constitution leur interdit d'avoir de fonctions actives au sein de leur parti politique. C'est ce qui a été fait. Tous ceux qui avaient des fonctions ont été immédiatement après la nomination du gouvernement remplacés. Incompatibilité de fonctions. Oui, je peux vous donner un exemple. Du PPRD. Toujours le ministre Bakonga. Non, du PPRD, un autre. Le vice-ministre aux hydrocarbures, Papi Pomo, qui était président de la Ligue des Jeunes, a été remplacé lui, ça par, va. Lui, ça va. Par Kadima. Serge Kadima. Voilà, c'est-à-dire, quand on dit que le chef d'État n'est pas accompagné, moi je pense que c'est très faux. Le gouvernement le suit dans ce que lui veut. C'est lui la première institution, la première autorité de la République, mais il se met aussi dans la peau de pouvoir exécuter cette charge. Car le président de la République au Congo est doté d'immenses pouvoirs, mais il les exécute avec beaucoup de tact, beaucoup de démocratie, beaucoup de courtoisie pour ses collaborateurs. Samuel Kabongo, j'ai une question pour vous. On reproche à Félix Tshisekedi de n'avoir pas été très proche de sa population pendant cette première année. Il a beaucoup plus été à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si vous dites plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça je dis faux. L'année compte 365 jours. Celle-ci en aura 366. Si vous me dites qu'il a été 200 jours à l'étranger et 160 jours au Congo, je vous donne raison. Il passe tout son temps au Congo. Et même Donald Trump voyage, Macron voyage, le président Xi Jinping de la Chine voyage. Et vous voulez que le pays qui est en situation de sous-emploi, pays pauvre, très endetté, et que le chef de l'État reste même pas très endetté, super endetté. C'est des tracteurs. Et vous voulez qu'ils soient chaque jour à la maison. Il y en a... Si chez vous à la maison, vous serez ses parents qui restent toute la journée à la maison, vous tuez votre famille de pauvreté et des familles. Il y en a qui ont dit même, il a été même... c'était pour rire, hein. Quelqu'un même dit il aurait appelé Ouattara pour lui demander d'assister à l'enterrement de Didier Arafat. Non, ça sont des réseaux sociaux. Ça sont des réseaux sociaux. Moi, personnellement, étant politique, je me dis que, de par mon entendement, les chefs de l'État ne pouvaient que sortir. Ça, c'est normal. Nous sommes en politique. Ils ne pouvaient que sortir, surtout avoir des bonnes relations avec les autres, particulièrement l'Afrique, et surtout... Et on oublie qu'il venait de prendre le pouvoir, il passait directement deuxième vice-président. Deuxième vice-président. Aujourd'hui, il est premier vice-président. En 2021, il sera président de l'Union africaine. Tout ça, ce sont les résultats du voyage? Mais évidemment, ça devait se faire comment? S'il était au pays, je vous redonne des conseils, sortez chaque jour pour chercher pas de conseils, répondez aux questions. Vous savez qu'il y a un point que nous oublions très souvent de soulever, c'est la question urbaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup des avancées. Nous en parlerons à la fin. Non. Justement, au travers le sortie du chef de l'État, aujourd'hui, il y a une bonne politique de proximité, il y a eu des belles discussions. Aujourd'hui, même si on ne reconnaît pas les valeurs de nos FARDC, mais aujourd'hui, à Béni, la situation a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, il a, comment dire, vraiment reçu la situation à bras-le-corps, tout le temps parti, essayer de négocier, parler avec l'équipe des droits. Donc, la diplomatie a fait son travail. D'ailleurs, ici, je ne parlais même pas du collège diplomatique, parce qu'on ne les sent pas, moins encore du collège communication à la présidence. Down, la personne lui-même du chef d'État, consciencieux,
comprend qu'il doit accompagner sa res publica. Donc aujourd'hui, au travers de ses voyages, il est le premier vice-président de l'Union africaine. La crise qui nous touche étant congolais, c'est la question sur Béni. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et pourtant, il y a eu beaucoup des avancées. Les FARDC ont fourni un grand travail sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, ça veut dire qu'on ne peut que l'accompagner par rapport à cette vision. Et je ne suis pas qui c'est qui je suis réaliste. Un des cadres de l'opposition a dit devant la presse, il a dit que non, mais les présidents, c'est Mouzitou, le président Félix aurait beaucoup plus à régler sur terrain qu'en allant à l'extérieur. Non, mais ça, c'est... Oui, mobiliser les... Non, mais c'est la démocratie. Tout le monde est libre d'émettre ses points de vue. Vous savez d'ailleurs que Mouzitou a failli le voyage plus que le chef de l'État. Non, mais c'est qui est normal au nom du combat politique. On pense que les choses ne peuvent pas voyager. Non, la question, c'est pas être payé pour ça. On doit garder l'équilibre. Si on a le pouvoir aujourd'hui, on doit avoir l'opposition. Et ceux-là qui incarnent l'opposition, c'est la Mouka. La Mouka ne peut que faire les jugements comme il veut. C'est ça la démocratie. Non, mais justement, il faut laisser aussi faire du chef de l'État. L'une des raisons qu'on avance dans les voyages du chef de l'État, c'est beaucoup plus aller à la recherche des investisseurs. Mais c'est ce qui est normal. Nous avons les marchés de l'emploi qui est maigre. Il faut chercher les investisseurs, en fait, de les donner l'image. Qu'est-ce qu'on fait à l'interne justement pour mobiliser les fonds internes? Vous avez un chef du gouvernement qui est du PPRD. Ça a lui de poser cette question. Hein? Notre tout-puissant professeur, il est porté disparu sur la scène politique. Il vient d'inaugurer une usine d'eau. Voilà, ça c'est la meilleure, vraiment. Je me pose la question. Bon, vas-y, Malik. En plus de cela, le président de la République fait ce voyage dans un cadre diplomatique. Déjà, on a salué la diplomatie agissante du président de la République, axée sur le volet en même temps économique. Et de l'autre côté, il y a le volet tout à fait politique, parce qu'il a aussi intérêt à redorer la confiance qui a été perdue entre le Congolais vivant à l'étranger avec les institutions de la République. C'est comme ça il tient autant d'entretiens avec nos Congolais pour justement les réintégrer sur le plan de vision avec les institutions et marcher ensemble. Président avec son peuple. Et du côté, est-ce qu'on a souvenir d'un chef de l'État qui est intervenu au forum de Davos? Pas du tout. Et d'ailleurs, sur le plan de volet économique, ça vaut quand même la peine que le président de la République rappelle dans le cadre des coopérations diplomatiques, parce que dans la coopération, il s'agit d'une possibilité de réciprocité d'obligations et d'intérêts entre notre État avec les autres. Mais ça a quand même valu la peine que le chef de l'État présente les valeurs ou encore le tarif des valeurs de notre pays devant nos partenaires. Il a rappelé, mais il y a des retombées. Il vous a même donné un exercice. Il vous a même donné un exercice d'évaluer autant de dépenses qu'il a eu à réaliser dans ce cadre. Il y a plus d'1 milliard de dollars qui est revenu pour le compte de notre trésor public de l'État. Et ce qui était important, il faut quand même à ces stades vendre les valeurs de notre pays. Dire à ces États dans le concert de nations que le Congo a plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables de suppléer aux besoins de plus de 2 milliards des citoyens du monde. Il faut quand même rappeler à ce gens-là que nous avons un sous-sol immensement riche. Nous avons une forte capacité en termes avec notre tridimensionnalité Inga 1, Inga 2, hydro-électrique, et avec notre capacité électrique en termes d'énergie, bien entendu, nous pouvons alimenter toute l'Afrique et créer par conséquent une interaction économique entre notre continent et le reste du monde. Il faut quand même rappeler à ces gens-là que nous avons une forte démographie considérée comme une des valeurs ajoutées pour le pays. Nous avons plus de 80 millions de citoyens congolais. Regardez seulement la ville-province de Kinshasa. De bout en bout, il y a combien de rivières? De là où on a érigé ces petits trucs de au revoir Kinshasa jusqu'à Malou. Vous allez compter des rivières. D'où il y a possibilité justement de négocier avec les partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner la population congolaise au moyen de ses propres richesses. Et le chef de l'État l'a fait. Et ça entre justement dans le cadre plus diplomatique à volet économique. Et c'est pour l'intérêt de la population. Vous allez énumérer, congolaise. Samuel. Déjà, par le fait de relancer la participation du FMI, de la Banque mondiale, ça d'ailleurs, ce sont des externalités positives. Plus grand que tout. Bien sûr. Ok. L'USAID a accepté d'accompagner la gratuité avec pratiquement 519 millions de dollars. C'est pas peu. Aujourd'hui, le Fonds mondial a pratiquement 30% du budget de la gratuité. Le Fonds mondial vient de signer un document sur le 65 millions de dollars pour le secteur sanitaire de la République démocratique du Congo. Avec Félix Tshisekedi qui a su prendre Matungulu pour qu'il soit au conseil d'administration, a promis plusieurs chantiers qui sont en étude au niveau du bureau de coordination. C'est-à-dire, si nous pensons que tout cela ne valait pas la peine, ça ne sert à rien d'en parler du tout. Le voix du chef de l'État ont permis à ce que
le Rwanda recule dans ses positions de soutien apparentes qu'on a toujours décriées des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a quand même un espace très large de gens qui peuvent dormir et se réveiller en toute quiétude. Tout ça là, si nous ne pouvons pas compter ça, c'est qu'on a... Et en même temps, mon frère, je voudrais juste mettre un accent, une seconde. Oscar et doit la intervenir. gratuité de l'enseignement primaire jusque-là est assurée avec le fonds propre de l'État congolais, sans avoir reçu un sou. Oscar, avec étranger. tous les déplacements du chef de l'État, il va à gauche, à droite voir des gens. Est-ce que ça vaut la peine de dire que tous ces efforts, les résultats ne l'auront pas pendant ce quinquennat? Merci Christopher. Vous savez, lorsqu'on grandissait, les amis qui étaient dans l'option, dans la section commerciale, étaient experts en termes, en chiffres. Des fois, ils nous parlaient de 2 milliards, 3 milliards, 450 millions de sortes comme ça. Puis nous, on se disait, mais pourquoi en commercial, il y a beaucoup plus de chiffres, mais des fois, en réalité, on ne voit pas vraiment cette somme-là en espèces. Des fois, c'est qu'on s'est moqué comme ça lorsqu'on était enfant. Et j'ai entendu vraiment de grosses sommes sur ces plateaux. Mais vous savez, en tant que père de la famille, je quitte par exemple chez moi le matin, je pars quelque part, puis je laisse ma famille vraiment affamée, ou soit j'ai fait les différents voyages. Les voyages, oui, c'est bien bon. On a évoqué un point ici pour dire que les différents voyages du chef de l'État ont aussi rapporté aujourd'hui il a attrapé, il a été nommé comme le premier vice-président et le premier vice-président de l'Union africaine. Donc, si peut-être le président voyageait pour être nommé le premier vice-président de l'Union africaine, moi je ne trouve pas l'importance peut-être de commencer à voyager au travers du monde. Et aussi, une chose que je voulais encore ajouter, c'est quoi? Quand le président, le père de la famille voyage, vous savez que chez nous, dans notre dialecte, on dit souvent quelqu'un qui quitte sa maison, qui quitte son village pour aller quelque part cultiver la terre. Si vous avez laissé dans votre maison, il n'y a pas de maladie, dans votre maison, il n'y a pas de famine, dans votre maison, les tout marchent normalement, vous serez à l'aise partout où vous irez. Mais s'il y a des problèmes dans votre maison, même si vous ferez n'importe quelle distance, même si vous ferez n'importe quel travail, ça va rien produire. Nous ne sommes pas contre les chefs de l'État. Mais c'est question aussi de revoir aussi d'abord les différentes doléances de la population congolaise. Voir aussi ce que nous cherchons. Aujourd'hui, les chefs de l'État ne connaissent même pas le prix de pain, mais je ne sais pas. Le chef de l'État n'a jamais été, par exemple, ici au marché Zand, peut-être pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Il y a un gouvernement, il y a une non, l'économie. je vais y arriver. Vous voulez que les chefs de l'État fassent son travail? Ça veut dire quoi? Le chef de travail? l'État, lui, quand il voyage... Mais là, le chef de l'État va commencer à préparer pour chaque famille. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il est le père de tout le monde. Si aujourd'hui... Non. Mais pas au point de préparer à manger pour chaque famille. Pas préparer à manger, monsieur Manix Yenda. Je vous respecte beaucoup, je vous respecte tant. Imaginez-vous aujourd'hui, beaucoup de familles, par exemple, manquent à boire, de l'eau potable. On manque de l'électricité. Vous dites qu'on doit quand même... Le mais c'est parmi les droits constitutionnels. Moi, je vise d'abord le sommet de l'État. Aujourd'hui, si par exemple, Félix va... Il y a un gouvernement, c'est pas le président qui le fait. Si Félix va écoper fiasco... Il a fait 7 mois d'Iran, on dit qu'il a usurpé les compétences justement qui ne lui revenaient pas. Si Félix va écoper un fiasco pendant ces 5 ans qu'il a ici, on ne va pas voir Ilunga Mbappé, Ilunga, on ne va pas les voir. On ne va pas voir les différents ministres. On verra le chef de l'État. C'est lui qui doit donner l'impulsion pour dire faites ceci pour le peuple congolais. J'avais appris. Au moins, Oscar reconnaît que Ilunga, c'est notre PP. C'est notre PP, oui. J'avais appris, entre guillemets, qu'il y avait, lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État avait demandé les ministres du cash, tenez-vous à côté, les ministres du FCC, tenez-vous à côté. Et il s'est retrouvé seul. Il a dit, mais où sont les ministres du peuple? C'est que j'ai entendu. Bon, vous n'en avez pas les preuves, ne les dites pas. Voilà, des rumeurs comme ça. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est lui le numéro 1 qui dirige ces pays. C'est lui le papa de tous les enfants. Alors aujourd'hui, par exemple, vous voyagez. Il y a au moins, et d'ailleurs ce voyage aussi pèse aussi sur le budget quand même, sur le fonctionnement de l'État. Ça pèse. Il y a un budget pour la présidence de la République. C'est que je dis, ça pèse. Il y a un budget pour la présidence de la République. C'est différents voyages. Aujourd'hui, je crois bien 31 voyages, je ne sais pas. C'est vraiment exorbitant. Oscar, voilà pourquoi oui, qui se fait sauter des budget à la présidence de la République. Je n'ai pas refusé. Voilà pourquoi je dis ceci. Si le président aujourd'hui effectue les différents voyages et se rend compte que mes voyages que je suis en train d'effectuer, la province tire profit et le pays tire profit, en tout cas on serait d'accord, on va applaudir. Mais si aujourd'hui vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Japon, vous êtes à Burundi, vous êtes tel part, mais à votre retour, on ne sent pas des retombées de ces différents voyages. Je ne vois pas pourquoi faire tous ces voyages. Et aujourd'hui, le président reste avec 3 ans, je crois 3 ans et 10 mois comme ça, 3 ans et 10 mois ou 9 mois.
Les jours avancent, Je vous ai posé la question, est-ce à dire que les retombées, c'est pour les générations à venir? Jusqu'à présent, personnellement, je ne sens pas vraiment ces retombées. Je ne sens pas... D'où ma question. C'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas donner un aspect très positif à ces différents voyages. Je ne peux pas donner un aspect très positif. Non, on ne vous demande pas de donner un aspect positif ou négatif. Oui, parlons au moins de l'avenir. Pas présentement, parce que présentement, on évolue qu'avec des chiffres. On nous dit des montants estimatifs. On nous dit, le président, ces différents voyages ont produit autant. Tel chiffre, 1 milliard, 560 millions, comme mon frère l'a évoqué à gauche, à droite. Donc, on ne parle des chiffres, de montants vraiment en chiffres. On ne voit pas des réalités sur le terrain. Donc, nous devons palper vraiment cette réalité, vraiment du doigt. On doit palper la réalité. Ne me dites pas aujourd'hui, mon cher ami, vous dormez, vous vous réveillez le matin, les tout semblent être vraiment noirs. Il n'y a rien qui peut aider la population. Vous sentez que les tout vraiment est bloqué. Et vous continuez toujours à dire non, en tout cas, observons, accordons encore la chance, et voyons voir. Non, nous devons réclamer. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours donné faute à ces peuples. Excusez-moi les termes, je respecte bien ces peuples, mais nous sommes tous des naïfs. Comment est-ce qu'on peut dormir, observer un certain matin, vous n'avez pas de courant, vous dites, ah, aujourd'hui, il n'y a pas de courant, bon, vous laissez passer. Le pain était à 200 francs, par exemple, vous rêvez le matin, le pain c'est à 300 francs, le pain devenait à 300 francs. Ah, merci, en tout cas, on ne sait pas faire des réclamations, on ne sait pas réclamer nos droits. On ne sait pas réclamer. Nous devons beaucoup plus, et encore, beaucoup de Congolais sont en train de se donner beaucoup plus la vie politique, mais ils oublient beaucoup plus dans la Constitution, ils oublient les desks, les droits économiques, sociaux et culturels. C'est ça au moins. Si vous partez au sein de l'hémicycle, vous ne trouverez aucun député en train de défendre les droits communautaires, en train de défendre vraiment les droits... En train de défendre les autochtones et tout. Là, tu as raison. Raison pour laquelle il faut dissoudre les parlements. Personne vous... Tout ça, c'est une crise. On doit dissoudre les parlements. Tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que la population, les Congolais trouvent vraiment son implication, les Congolais trouvent son importance, trouvent son avantage, son intérêt? Donc, il faut seulement aussi se poser autant de questions. Prenez seulement votre micro. Tenez-vous sur le nom de Willy, posez des questions à chaque Congolais. Depuis que nous avons connu l'alternance, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous avez ressenti aussi l'alternance? Et l'alternance a bénéficié à un groupe jusqu'à présent. C'est un groupe qui est en train de goûter vraiment le fruit de l'alternance. Mais nous autres aussi, quand même, on a connu autant de tortures, on a connu d'enlèvement, on a connu d'emprisonnement. Mais pourquoi on ne peut pas aussi goûter vraiment le fruit de cette alternance? Le groupe de Manix a goûté le fruit. Donc, il faut, mais avec le communauté du changement, bien qu'il a démissionné, mais on sait que quelque part là, bon, je m'exerce de tout commentaire. Non, en fait, Oscar a raison, monsieur le journaliste. Moi, je pense que, pardon, par rapport à tout ça, il y a crise. Donc, il faudra dissoudre les parlements. Et nous, la population, nous sommes derrière les chefs d'État. Par rapport au retour de cette session de mars, que vous le voulez ou pas, le parlement sera dissous. Et nous, la population, nous sommes d'accord. Parce que là, nous sommes derrière Félix Tshisekedi. Pas de sur ce plateau. Si, pourquoi pas? Non, d'ailleurs, il ne faut même pas parler des pasteurs. Déjà, les 24 février, nous avons des pasteurs. Non, quand vous parlez de l'église d'office, vous parlez des pasteurs. Pas de prophétie, Timothée. Nous attendons la dissolution du Parlement. Félicitations au chef de l'État. Il n'y a pas de question. Bon, justement, votre dernier mot, on va faire le dernier tour de la table. Bon, ce qu'il faut dire, c'est plutôt... vous savez, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, chaque couche de la population congolaise doit se comporter comme des acteurs. Que ce soit la population, ceux qui gouvernent, la société civile, etc. Nous tous sommes des acteurs. Nous devons accompagner justement nos institutions de la République et des surcroîts le président de la République pour réaliser le vœu que le peuple attend de nous. Ça, c'est notre responsabilité. Et je pense que le clivage, le moment d'être cynique ou encore narcissique n'est plus. Ce n'est pas le moment, en tout cas, d'utiliser le modèle de la politique à la chasse aux sorcières ou encore la politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. La République nous appartient à nous tous. Si nos amis de l'opposition pensent qu'il y a autant de choses à reprocher, il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau de la critique, mais aussi proposer des idées pour aider justement la République à avancer. C'est cela même l'exigence d'une opposition républicaine. Malheureusement, ils ne le font pas. On est toujours dans ce débat générique. Félix n'avancera pas. On ne sait même pas comment il n'avancera pas. Et même s'il n'avancera pas, quelle est votre recette que vous avez proposée justement pour que pas Félix avance, mais que la République avance? Et donc nous devons vraiment évoluer, avancer avec notre façon de réfléchir, avec beaucoup de responsabilités, responsabilités d'hommes politiques, responsabilités d'hommes d'État, et c'est par là que la République vaincra. Et donc je voudrais peut-être rebondir un tout petit peu sur
le petit ballon qu'il a jeté sur moi en disant que j'ai démissionné. Il m'apprend même que j'ai démissionné de... Vous apprenez à la télévision comme le premier ministre. J'apprends que... Voilà. Le coordonnateur du changement a démissionné. Rassurez ceux qui vous suivent quand même. Je suis toujours l'initiateur et le créateur même de cette structure, le communicateur du changement. Mais au-delà de cela, le cash m'a confié une certaine responsabilité que je ne voudrais peut-être pas étaler. Vous le verrez dans quelques jours que je suis en train de coordonner parce qu'on est en train de travailler sur un certain nombre de choses. On continue à travailler avec les amis, les communicateurs du changement, qui du reste est un organe qui accompagne la mouvance présidentielle et la vision du président de la République. Actuellement, je suis toujours le président d'un mouvement politique qu'on appelle les pouvoirs, le pouvoir au sens du pouvoir du peuple et le pouvoir du président de la République, parce que mon combat, ma lutte, c'est de créer une liaison indéfectible entre le président de la République et son peuple. Et donc, je reste communicateur, et encore, il s'agit d'une communication. C'est noté. Allez, Samuel Kabongo, peut-on espérer pour cette deuxième année et la suite? Le mandat de Félix Tshisekedi, président de la République, je l'ai noté plus satisfaisant depuis le début. Ce que l'on a toujours oublié, c'est qu'à ces élections, le troisième cycle que l'on a connu au Congo, c'était peut-être le seul qui n'a pas connu d'anciens belligérants candidats président de la République. La lutte était un challenge entre l'opposition politique et l'opposition et le pouvoir de Kabila. C'est-à-dire aujourd'hui, penser que Félix Tshisekedi peut échouer d'une façon ou d'une autre, moi je n'envisage pas encore. Pour apaiser mon frère à côté, il pense que les voyages sont inutiles, mais madame, le Premier ministre belge venait d'être au Congo, je pense que c'est aussi un voyage inutile pour la Belgique. C'est pas régulier. C'est pas régulier. Les chefs d'État n'est pas régulièrement en Belgique non plus. C'est-à-dire c'est aussi séquentiel. Il faut aussi noter le nombre de chefs d'État qui ont visité ces pays. Faure Gnassingbé du Togo est venu ici 2 fois depuis que c'est le chef de l'État. Donc c'est aussi irrégulier pour lui. Bon, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans ce monde. La diplomatie ne se fait pas pour soi-même, mais pour l'extérieur. C'est ça la diplomatie. Timothée Lenoir, puis on reviendra à Oscar. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, j'étais très ravi de faire ce débat avec mes co-débatteurs qui sont pratiquement tous des amis, des frères. C'est comme ça que nous grandissons ensemble, dans un seul unique objectif, accompagner la Respublica. Timothée Lenoir Efika, avec mon mouvement politique Tous pour une République nouvelle, nous marchons avec les partenaires Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe les diables, Vital Kamerhe 15 millions, Vital Kamerhe saut des moutons. Je vous préviens que d'ici les mois prochains, Vital Kamerhe sera face au public parce qu'il a quand même droit à la vie. Politiquement, il doit communiquer, il doit parler. Surtout que les chefs d'État définissent cette année une année d'action. Moi, je l'ai défini, c'est une année de distinction. Donc, on va se distinguer en tout et pour tout. Donc, mon mouvement politique est Vital Kamerhe. Il y a une rencontre d'ici le mois prochain, tout le monde sera fixé, mais je pense qu'au nom du nationalisme et du patriotisme, on ne peut qu'accompagner la politique de Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État. Et nous attendons notre PP Ilukamba avec son fils aîné, le ministre des ITPR, pour nous donner un compte rendu clair par rapport à la situation des sauts des moutons. Voilà. Allez, Oscar Lokusa. Oui. Votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est... Ouais, je serai vraiment bref. Nous, on attend toujours à bras ouverts la dissolution du Parlement. C'est qu'on attend toujours d'attendre. Je pense que d'ici le 24 février, nous avons... C'était une promesse de campagne? Pas une promesse de campagne, mais nous, c'est la population c'est nous qui exigeons. Parce qu'on ne trouve pas vraiment notre intérêt. On trouve que les taux semblent être vraiment noirs. Nous voulons à ce que les chefs d'État puissent dissoudre le Parlement. Voilà pourquoi le 24 février. Parce que lui-même, elle avait soufflé. Il avait essayé de souffler ça et puis ça nous a encore motivé beaucoup plus davantage. Donc d'ici le 24 février, nous avons une grande marche pour demander à chef d'État à ce que... Et puis je vais ajouter une minute seulement, je vais ajouter une chose. Vous voyez ici avec les différentes copies à main. Vous savez, il y a un dossier, le bourgmestre de Barumbu, qui est en train de citer les chefs de l'État dans des dossiers un peu sales. Il y a un espace beau marché, s'il vous plaît, permettez-moi une minute seulement, je suis en train de chiter, vers rond-point beau marché, rond-point Ndolo, quartier Ndolo. L'espace a été spolié par le député provincial de la commune de Barumbu et le député provincial de Barumbu, professeur Bimoala. Bimoala a pris la place. Lorsqu'on a essayé un peu de revendiquer, de savoir pourquoi ça, c'est un espace public qui doit... Bimoala, il est pasteur. Bimoala qui dit, non, il n'a jamais été pasteur. C'est mon prof. Bimoala qui dit, c'est le chef de l'État qui m'a donné mandat, qui m'a autorisé de venir construire ici. On n'a pas encore fini, on n'a pas stoppé. On a spolié encore notre terrain au croisement de Kabambare et Kassai.
Le bourgmestre nous dit c'est le chef de l'État qui a confié cet espace à l'EDIA, un privé comme ça, pour ériger une station. Le chef de l'État n'est pas ministre de Le bourgmestre Guillaume Ilunga. Voilà pourquoi nous nous sommes dit nous devons faire toutes les démarches, rencontrer le chef de l'État s'il le faut, pour que nous puissions. Il faut chercher Moulin de Sacom. Le bourgmestre Guillaume de Barumbu, je pense pas qu'il est le chef de l'État est derrière ça. Il faut chercher M. Moulin de Sacom qui est de l'ENC, qui est un bon ministre apparemment pour traiter la question. Au président de la République. Allez. Merci à mes invités d'avoir répondu à mon invitation. Samuel Kabongo, à vous, j'ai dit très grand merci, messieurs. Merci à vous, merci à nous tous. Oui, merci. Merci à Oscar Lukusa, merci à Timothée Lenoir, les très fidèles de la maison, à Manix Yenda, merci à vous, chers amis. Merci. À Géroldi, à Baker, à mon ami là-bas, Bernoli, Dina, Rachidi Soft, depuis Chokabasé, ils étaient tous là pour vous, pour nous, vous et moi. Merci à Christopher Condé d'avoir présenté cette émission et la suite, c'est à demain. Merci.